Bonsoir Clémentine Autain. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, avec grand plaisir. Je vais vous représenter en quelques mots. Vous avez 52 ans, vous êtes militante depuis une vingtaine d'années et vous êtes notamment, un peu plus que ça, notamment une militante féministe. Vous avez eu plusieurs mandats électoraux en tant qu'apparentée au Parti communiste français à Paris, mais aussi Ensemble et également à la France Insoumise que vous avez quitté en 2024. Vous avez créé l'Après. M'a quitté. Ouais, on en rediscutera de toute façon sur la sémantique peut-être. Et vous avez donc créé l'Après, l'association pour une république écologique et sociale. Aujourd'hui, vous êtes député sous l'étiquette NFP et vous avez publié, alors ça j'avoue que j'étais assez surprise quand j'ai lu ça, une vingtaine de livres. Je me suis dit que vous deviez pas beaucoup dormir la nuit. Il y a des livres collectifs dedans. Oui. Et donc vous avez notamment publié le dernier en date, L'avenir c'est l'esprit public, sur lequel on va revenir longuement, donc ça c'était en mars dernier, autour du besoin de recréer du collectif, notamment à travers le service public. Donc je l'ai dit, on va en reparler plus tard, mais on avait envie de vous interroger sur une série de sujets d'actualité. On ne parle que de ça en ce moment à la télévision, dans les médias, quand on ouvre, quand on regarde les médias. Mais d'abord, sur peut-être la séquence qui vient de se passer, alors je ne sais pas si vous avez pu la regarder puisque vous étiez en coulisses, nous avons reçu les familles de victimes de crimes racistes en tout début d'émission. C'était un moment qui était d'ailleurs assez fort sur le plateau, devant leur peine, la haine et la violence qui se diffusent dans le pays. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? C'est quoi, vous, votre propos envers ces familles en tant que responsable politique? La première chose, c'est l'empathie. Je trouve qu'on est dans une société, et chez les responsables politiques plus encore, on a le sentiment qu'il n'y a plus ce rapport au sensible, à l'autre, de comprendre la souffrance, en tout cas de la partager, et d'avoir des mots qui sont d'abord des mots d'empathie. Ensuite, beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce que ce qui arrive à ces familles a une origine politique. C'est un climat, c'est une inaction à l'égard du racisme, de la violence qui se déchaîne. Et on voit bien qu'on est dans un moment assez contradictoire, d'ailleurs, où on a un débat politico-médiatique qui devient insupportable, avec des propos racistes qui deviennent totalement décomplexés. Enfin, je veux dire, c'est impressionnant. Évidemment, il y a M. Retailleau qui a pris la place en chef, mais c'est aussi que Emmanuel Macron et M. Bayrou ont accepté d'avoir en leur sein des gens qui sont des gens ouvertement centrés sur l'obsession identitaire et en fait sur le rejet. Donc faire confiance dans ces gens pour lutter contre le racisme, évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et l'extrême droite qui essaye de temporiser, en tout cas de gommer les outrances, mais qui en réalité passe son temps à alimenter des discours qui sont des discours racistes, profondément racistes, parce que c'est le cœur de son projet politique qui est fondé sur l'identité et non pas l'égalité comme nous. Donc ce que j'ai envie de leur dire, c'est que si nous étions au pouvoir, nous prendrions très au sérieux cette question, nous mettrions évidemment un terme à toute expression publique de l'exécutif, donc du sommet de l'État, qui puisse encourager de près ou de loin ce type de comportement inacceptable dans notre République. Et il ne faut pas simplement être irréprochable dans notre expression publique, il faut agir. Or là, ce qu'on constate, c'est que même ce qui avait été prévu par le gouvernement, il y avait un projet, un programme qu'on appelle le plan Prado, qui visait justement à lutter contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations fondées sur l'origine. Et ça tarde. Pas mis en place. Voilà, ça n'est pas mis en place. Donc il n'y a pas de moyens pour la formation, il n'y a pas de moyens dans le système éducatif, il n'y a pas de prise en charge sérieuse de ces questions-là, et elles sont multiples. C'est-à-dire qu'il faut arrêter avec les propos racistes, il faut impérativement que ça cesse, mais le racisme, c'est pas que les phrases outrancières, c'est pas simplement Macron dont on rapporte, même si l'Élysée a démenti, il y a trop de Mamadou à l'hôpital. Voilà, c'est insupportable. Ces outrances ne vont pas, ces termes ne vont pas. Mais vous voyez bien, c'est toute la petite musique, en fait, identitaire, de rejet de l'autre, de hiérarchie, en fait, et d'éloge de la domination importée aussi par Trump. La Trumpisation, elle est totalement là-dessus. Et puis, on a un climat très haineux. Et pour le temporiser, ça veut dire intervenir dans les réseaux sociaux également.
Je voulais vous demander justement, je réagis en fait à quelqu'un qui demande dans le chat. C'est vrai que vous avez eu une réaction sur France Info qui a fait un petit peu réagir, où en fait, comme très souvent les médias, ont voulu imposer la discussion sur le rapport sur les frères musulmans. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, vous avez, on va dire, un petit peu accompagné ce que la personne vous posait une question en fait sur le rapport des frères musulmans, et vous avez dit que oui, c'était un problème, etc. Et c'est vrai que pourtant, on voyait que c'était quand même quelque chose d'assez complotisme, d'une islamophobie médiatique. Alors, on va peut-être avoir... Il y a débat, donc c'est bien. C'est parce que je vois la question là. Ah, c'est la question qu'elle a. C'est bien, il y a débat. Et en fait, je l'avais vu moi aussi, j'avais pas prévu de vous la poser, mais... Mais non, mais c'est bien. Voilà. Puis il faut répondre à ces questions-là. C'est-à-dire que moi, je suis fascinée parfois de rhétorique où chacun est dans son couloir, et c'est bien de ne pas trop décoller du réel. Moi, je suis élue de Sevran, Villepinte et Tremblay. Je me bats contre le racisme. Je ne supporte pas les actes anti-musulmans de rejet très fort qui vont jusqu'à la violence et parfois à la violence mortelle. Vous dites pas islamophobie ? Si, bien sûr, je dis islamophobie. Alors après, on peut avoir débat sur... Moi, j'utilise plutôt la haine des musulmans. Mais le mot islamophobie, je le reprends à mon compte parce que c'est aujourd'hui le terme qui est populaire, que tout le monde s'est approprié pour désigner une réalité. Donc, je n'ai pas de problème. Ce n'est pas celui que j'utilise spontanément, mais j'ai aucun problème avec ce terme-là. C'est le mot qui permet de se parler. Donc ça, je le vois de près chez moi. Je le vois vraiment... voilà. Donc, je me bats contre ça. Mais se battre contre l'islamophobie ne dit pas qu'on n'a pas aussi un sujet, et ça je peux en parler là aussi de là où je suis, qui est une petite partie radicalisée et qui inquiète y compris les musulmans eux-mêmes. Et je ne vois pas pourquoi on ne devrait parler que de l'islamophobie et qu'à chaque fois qu'on dirait « oui, mais il y a aussi un sujet », qui est un sujet d'un islam radical, qui vise lui aussi à finalement à faire entrer des jeunes dans des processus sectaires, dans des processus dangereux. Mais pourquoi on n'a pas le droit de parler de ça ? C'était aussi une cabale médiatique, on l'a su plus tard, parce que ce rapport qui était sorti, finalement, disait que voilà, ça parlait d'entrisme, etc. Et, je l'avais pas lu. Très vite, j'avais vous a entraîné bien sûr, là-dedans. Mais j'avais pas lu ce rapport, et j'arrive le matin, j'avais pas d'informations sur ce rapport. Donc, une fois qu'on sait plus, on peut re-regarder ce que j'ai dit exactement. Mais je nous alerte aussi. Je veux dire, il n'y a aucune raison qu'à gauche, on ne prenne pas aussi à bras-le-corps les mouvements qui peuvent être des mouvements qui sont dangereux pour la jeunesse et pas seulement, et qui sont d'ailleurs dénoncés. Moi, je vais donner un exemple précis. Chez moi, la mosquée des radars, peut-être vous en avez déjà entendu parler, les premiers qui m'ont parlé des prêches salafistes dans la mosquée, ce sont des femmes musulmanes qui étaient inquiètes pour leurs enfants. Et donc, je ne vois pas en quoi il faudrait choisir soit le combat contre l'islamophobie, soit le combat. Oui, non, mais là, c'est surtout que le rapport, en fait, ne reposait sur rien et a permis, du coup, de faire. Mais j'explique, moi, l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, et qu'il y ait une instrumentalisation et même un grossissement délirant, évidemment, en France. C'est-à-dire qu'on ne voit que ça, on ne voit pas que on a plein d'autres problèmes avec d'autres religions dont on ne parle pas, et donc évidemment qu'il y a une obsession, de chasse aux musulmans, et qu'il faut être sur ce terrain de la chasse aux musulmans. Mais je pense qu'on peut à la fois dire ça et s'occuper aussi des phénomènes inquiétants, sectaires, qui existent et qui n'existent pas que chez les musulmans. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'il y en a, ils ne voient que ça. Pour le coup, il y a plein de spécialistes renommés, reconnus sur le sujet, qui disaient que ce danger de l'islam radical existe, mais que le rapport était complètement à côté de la plaque, parce qu'il ciblait les frères musulmans qui sont, d'après les spécialistes, en régression et en perte d'influence, et ne sont pas du tout ceux qui aujourd'hui mènent puis on a un autre problème. Et il y avait du coup une instrumentalisation énorme du rapport par le gouvernement et par Retailleau. Et on a un autre problème, qui est qu'en France, aujourd'hui, les libertés sont menacées, et aussi là-dessus, parce que très vite, l'accusation toute simple, puisque l'état de droit, visiblement, ça n'intéresse plus grand monde, en tout cas pas ce gouvernement. Moi, j'y suis très attachée, et on voit que cette obsession de la chasse aux musulmans et d'une lutte qui peut, en fait, d'instrumentalisation d'une lutte légitime contre des réseaux qui peuvent être des réseaux dangereux, eh bien, ils les grossissent et ils finissent par attenter à des groupes qui sont des groupes qui ont le droit de citer normalement en République. Donc là, la frontière est assez infernale. Clémentine Autain, on va vous questionner par rapport au livre également, donc que vous avez écrit, par rapport à l'esprit public. Aurélien, je te laisse poser ta question. On ne fait pas la question sur... Et non, on avance. International, on avance. Peut-être qu'on parlera de l'international tout à l'heure. Oui, donc en mars, vous avez sorti
un livre qui est ici, qui s'appelle L'Esprit public. L'Esprit public que vous appelez pour améliorer la vie, pour fédérer les Françaises et les Français des villes et des campagnes. Vous estimez que l'esprit public permet de fédérer, de protéger de la rapacité du marché. Et pour vous, c'est comme ça qu'on va relancer à la fois les idées de gauche, mais aussi battre les idées d'extrême droite. Pour vous, c'est comme ça qu'on va... c'est le chemin à suivre dans le climat actuel à vos yeux. Je propose de réinvestir l'esprit public en partant d'un diagnostic, c'est que tout est devenu marchandise. En fait, la marchandisation du monde est le problème majeur auquel nous sommes confrontés, avec un État qui a décidé de laisser la place au marché. Et donc la proposition politique que je fais, c'est que la puissance publique prenne la main sur le pouvoir des marchés et soit à nouveau capable d'organiser la satisfaction des besoins, c'est-à-dire d'avoir à la fois un État qui favorise une économie de la mise en commun, dont les services publics font partie, mais pas seulement. On peut aussi s'appuyer sur l'économie sociale et solidaire, sur les collectivités locales, mais en tout cas de faire reculer la marchandise et le marché par une façon de développer ce qui échappe au lucratif, à cette logique de loi du profit. Et ensuite d'avoir un État stratège, c'est-à-dire un État qui planifie. Aujourd'hui, vous voyez bien, il ne planifie plus rien, il n'organise plus rien. Il n'est pas capable de satisfaire nos besoins, et voire même parfois il organise la catastrophe. En ce moment, je suis dans Parcoursup, donc je peux donner un exemple très concret. Dans les années 2000, il y a eu un baby-boom, et donc normalement, au sommet de l'État, ils auraient dû se rendre compte que s'il y a un baby-boom dans les années 2000, il va y avoir une affluence d'étudiants dans les années 2020. Et donc il ne se passe rien, parce que tout a été détruit au sommet de l'État, on laisse faire, et puis quand arrive le moment, on se dit « Ah, il n'y a pas de place, qu'est-ce qu'on fait ?» Parcoursup, un système de sélection. Et donc quand je dis anticiper ces besoins, c'est être capable de planifier. Est-ce que la planification, la nationalisation du coup? Bien sûr, bien sûr. Mais ça, c'est l'État stratège, c'est comme on le voit avec Arcelor. Je veux dire, quand on va à ArcelorMittal ou ArcelorMittal dans les différents endroits, ou même General Electric. J'ai vu à Saint-Nazaire les salariés de General Electric, mais on marche sur la tête. Ils font de l'éolien offshore, d'accord? C'est la seule, en tout cas pour la spécificité de ce qu'ils font dans l'éolien offshore, c'est la seule de France. Mais General Electric s'en fout. Ils veulent faire du dumping social, ils pensent qu'ils vont aller faire plus de profit ailleurs, et donc on ferme, on s'en fout des salariés, mais on s'en fout aussi de ce qui est produit, alors que c'est essentiel de développer les énergies renouvelables dans un moment où la crise climatique est ce qu'elle est. Et donc c'est pour ça que je dis qu'on marche sur la tête. Donc oui, il faut qu'on produise nous-mêmes de l'acier, donc on peut nationaliser, on peut aussi favoriser par plein d'autres biais. La fiscalité, les aides publiques, le développement de lois qui permettent aux salariés de reprendre leur entreprise. En fait, l'État a différents leviers. Et aujourd'hui, on a un État qui pourrit par la tête, qui pourrit absolument par la tête, parce que la logique de bien commun, l'esprit public, n'est plus, ne gouverne plus. Et Emmanuel Macron, vous l'avez remarqué, c'est quand même la quintessence de ce que je suis en train de dire. Il a fait l'ENA, ensuite il est passé par la banque Rothschild, et après il est devenu président de la République. Et on a une caste au sommet de l'État, qui n'est pas tous les hauts fonctionnaires, mais une petite caste, qui a brouillé en fait le rapport entre le public et le privé, malheureusement au profit du privé, donc il faut faire exactement l'inverse. Je voulais vous poser une question sur un sujet qui m'intéresse pas mal. Vous reprenez à votre compte l'idée de la sécurité sociale de l'alimentation. Est-ce que vous pourriez nous dire, en quelques mots, si possible, son fonctionnement, comment on pourrait justement avoir passé cette conquête sociale, comment on la finance? D'abord dire que je pense qu'il faut qu'on soit évidemment dans la défensive quand on attaque nos retraites, quand on attaque notre système de chômage, quand on attaque nos hôpitaux. Mais je pense qu'à gauche, si on veut gagner, il faut aussi qu'on soit dans l'offensive. Et donc la sécurité sociale de l'alimentation, elle vient dire qu'il faut créer une nouvelle branche de la sécurité sociale. Il ne faut pas simplement sauver nos retraites, il faut qu'on avance, qu'on ait des conquêtes sociales. Et c'est une conquête sur un sujet majeur aujourd'hui, qui est l'alimentation, qui connaît deux problèmes. Le premier, c'est, vous le savez, la majorité des Français n'a pas accès à l'alimentation qu'elle souhaite, avec de plus en plus de gens qui sautent des repas parce qu'ils n'ont pas les moyens de manger, et à peu près tout le monde qui est inquiet de ce qu'il a dans son assiette, avec les scandales, aussi bien les PFAS, le cadmium récemment, et une
alimentation de mauvaise qualité qui est acheminée dans les banques alimentaires pour les plus pauvres. Donc il y a quelque chose qui tourne absolument pas rond et qu'il faut régler parce que se nourrir, c'est quand même un besoin essentiel, fondamental, premier. Et de l'autre côté, vous avez les paysans qui ont de plus en plus de mal à vivre de leur travail. Dans 10 ans, on a la moitié des paysans qui seront partis à la retraite. Et donc, il y a un gros sujet, et notamment pour soutenir les paysans qui produisent l'alimentation la plus saine, bio, mais pas seulement, et puis favoriser des circuits qui sont des circuits locaux. Donc, la réponse précise, c'est-à-dire qu'avec cette nouvelle branche, on aurait une carte, comme la carte vitale, on met de l'argent socialisé dessus. Alors on peut discuter, est-ce qu'on le prend dans les cotisations sociales, une taxe sur les dividendes, dans les cotisations patronales, c'est quelque chose qui doit relever de la discussion démocratique, on le met en partage et on peut dépenser cet argent dans des commerces, chez des producteurs qui sont fléchés par des comités citoyens qui, du coup, ont un débat sur qu'est-ce que c'est bien se nourrir, quels sont les endroits qui sont les plus vertueux, à la fois pour notre santé, mais aussi pour l'agriculture et l'environnement. Et donc, je trouve un système qui est innovant et sur lequel on a des expérimentations qui se développent à une vitesse hallucinante, puisqu'il y a des caisses alimentaires qui s'ouvrent quasiment tous les jours, en tout cas des demandes de collectifs, citoyens, de villes, qui veulent expérimenter. Celle qui chapeaute la caisse alimentaire de Montpellier me disait qu'elle avait un appel par jour pour demander comment ça marche, comment on peut faire. Et je vois les programmes qui sont en train de se monter pour les élections municipales, et le développement des caisses alimentaires est vraiment en train d'arriver. Parce que c'est aussi un sujet de santé publique. La santé, c'est la préoccupation numéro 1 des Françaises et des Français. Et l'alimentation en est un levier. Les coûts induits par ce qu'on appelle communément la malbouffe, c'est-à-dire la nourriture qui peut être trop grasse, trop sucrée, trop salée, c'est 9 milliards d'euros pour l'État. Donc manger sainement, c'est non seulement un enjeu de plaisir, un enjeu de santé, mais aussi un enjeu financier. Aurélien, budgétaire. Vous questionnez à propos de notre inégalité. Vous avez parlé de cotisation, et quand on parle de cotisation, est-ce qu'on entend assez à la gauche, à votre avis aujourd'hui, votre sentiment sur la cotisation, sachant que par exemple sur les retraites, Michael Zemmour, économiste, avait calculé que si on augmente les cotisations de 15 € par mois pour un SMIC ou de 30 € pour 2 SMIC, on peut financer la retraite à 62 ans. Là, on entend le MEDEF, on entend Bayrou dire que c'est impossible de revenir de 64 à 62. Et même le gouvernement fait que passer en force sur le sujet et ignorer. Est-ce que cette question de la cotisation, elle n'est pas en train d'échapper au débat public ? Alors le débat public peut-être, mais aux Français, c'est pas sûr. Parce que quand on leur demande « est-ce que vous préférez cotiser un peu plus, mais partir à la retraite plus tôt ?» les Français sont très majoritaires à dire qu'ils préfèrent cotiser un petit peu plus. Je pense que le problème qu'on a avec l'impôt, en fait, en règle générale, l'impôt, les cotisations, les taxes, les prélèvements, c'est l'impression très forte qu'ont une majorité de Français aujourd'hui d'en payer toujours plus pour en avoir toujours moins. C'est ça le problème. Si vous payez plus d'impôts, mais que pendant ce temps-là, vous avez une école qui est en train de sombrer dans le burn-out, que vous allez à l'hôpital aux urgences, que vous pouvez patienter parfois 24 heures avant d'être pris en charge, que vos transports, ça régresse, c'est toujours en panne, vous êtes en retard. Ben, à un moment donné, vous dites, mais pourquoi je paye des impôts ? Et en réalité, quand on regarde la structuration de l'imposition en particulier, mais des taxes, enfin la logique en fait de tous les prélèvements qui rentrent dans le budget public ou qui sont socialisés, on se rend compte que la dynamique, elle est toujours davantage au service des hyper riches et des grands groupes économiques. Et donc c'est ça qui ne va pas. Oui, c'est que la création n'a plus le. Mais oui, quand on a 600 niches fiscales qui ont été créées quasiment dans les 20 dernières années, bah, forcément. C'est des manières. Quand on a la flat tax qui est mise en œuvre par Emmanuel Macron, qui fait que quand on se paye en dividendes, ce qui est le cas maintenant, des gens qui sont très riches, ils ne se payent plus en salaire, ils se payent en dividendes. Et du coup, quand ils sont très riches, au lieu de payer 45% d'impôt, qui est la tranche supérieure de l'imposition, ils payent 30%, parce que c'est l'impôt unique forfaitaire. Donc ça, c'est totalement injuste. Quand on a proposé, je l'ai fait avec ma collègue Eva Sass à l'Assemblée nationale, la taxe Zuckman, c'est-à-dire une taxe du nom de Gabriel Zuckman, l'économiste, qui dit il faut aller chercher l'argent dans le patrimoine des ultra-riches parce qu'ils contournent l'impôt. Et simplement en taxant à 2% le patrimoine de ceux qui ont plus de 100 millions d'euros, on peut faire entrer dans les caisses de l'État
entre 15 et 25 milliards d'euros. Ça a été adopté à l'Assemblée nationale. Malheureusement, le Sénat, qui est toujours prompt à empêcher ce genre d'avancée sociale, pour l'instant s'y est opposé. C'est une bataille. 2%, c'est pas beaucoup, oui. Non, on commençait, c'était pédagogique. Je trouve qu'on a commencé sympa. C'était dans notre niche parlementaire. On s'est dit, tiens, on va faire quelque chose de consensuel. D'ailleurs, et ça concerne 1800 personnes. À peu près, entre 1400 et 1800. C'est tout petit, mais c'est pédagogique. Ce que je veux dire, c'est que derrière la taxe Zuckman, on a toute une liste, en fait, de propositions de réformes fiscales qui permettraient tout simplement de faire en sorte que ceux qui sont dans le haut du panier des contribuables cessent de payer moins que les autres. Je vous donne un chiffre, si vous me le permettez, parce qu'il est ultra parlant. Ultra parlant. Quand je l'ai lu la première fois, quand je l'ai lu la première fois, je suis limite tombée de ma chaise. C'est l'Institut des politiques publiques, c'est pas moi, c'est très sérieux, qui dit quand on met justement les cotisations sociales, les taxes et l'impôt sur le revenu. Nous, en moyenne, enfin la moyenne des Français, on paye 50% d'impôts sur le revenu, de cotisations et de taxes. Les milliardaires, les ultra-riches, eux, ils payent 27%. Donc s'il y a un problème aujourd'hui, il est d'abord de ce côté-là. Et si on veut que les Françaises et les Français renouent avec l'impôt, il faut commencer par introduire de la justice fiscale et il faut aussi que l'argent soit correctement dépensé. Clémentine, j'aimerais beaucoup qu'on revienne sur l'état de la gauche, parce que tout ce que vous dites, évidemment, on va être d'accord sur un maximum de choses, mais derrière, il faut qu'on puisse bien se doter d'un gouvernement, en tout cas d'hommes et de femmes politiques qui vont pouvoir mettre tout ça en application. Je voudrais d'abord qu'on regarde les images qui datent d'il y a un an et puis on en rediscute juste après. Je suis extrêmement heureuse que la France ne décline pas dans un racisme et un fascisme. Une libération. On avait crainte, comme ça s'appelle, que le pays, notre pays, la France, soit un pays de racistes. Et finalement, les résultats de ce soir nous prouvent qu'il y a quand même de l'espoir dans ce pays. Extrêmement soulagée. En tant que personne queer, j'avais extrêmement peur pour mes droits. Ma grand-mère, qui est aussi immigrée chinoise, et savoir qu'on a gagné normalement et que le RN n'arrivera pas à pouvoir, c'est un tel soulagement. Dimanche dernier, quand les résultats sont tombés, je me suis dit, c'est mort, c'est fini. Et là, on se rend compte que quand on se mobilise, en fait, non, on n'est pas un pays raciste, donc on est un pays rassembleur. Aujourd'hui, ce qu'on a su montrer, c'est que malgré des années et des années pendant lesquelles l'extrême droite monte, finalement, on a quand même cette base, ce peuple qui est là et qui saura toujours défendre nos valeurs. Et c'est important, ça fait du bien, ça fait plaisir. Un an après l'immense espoir soulevé par le nouveau Front populaire, la gauche est de nouveau divisée. Vous avez cofondé l'APRES, donc l'APRES pour Association pour la République écologique et sociale. Il y a eu le premier congrès ce week-end. Les différents responsables présents qui ont pris la parole ont tous dit qu'ils n'avaient pas d'adversaire à gauche et que l'unité était la seule solution pour l'emporter contre l'extrême droite. Pourtant, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, au Parti socialiste aussi, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent l'idée d'un processus unitaire pour la présidentielle de 2027. Vous pensez vraiment qu'il y a possibilité d'une entente programmatique et électorale aujourd'hui encore pour 2027 ? Mais oui. Et d'ailleurs, je pense que le problème n'est pas du tout programmatique. Absolument pas. C'est pas le sujet, en vérité. Il y a deux empêcheurs de réunir le camp de l'émancipation humaine aujourd'hui, que sont Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Raphaël Glucksmann, qui pour l'instant veulent s'imposer sans processus de rassemblement, sans méthode de désignation commune, ce qui est indispensable si on veut être à la hauteur de l'histoire. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte. On a une extrême droite qui est très haute, et certes, et c'est important, ce qui a été dit, et j'ai beaucoup aimé votre reportage parce que c'est pas c'est le Huffington Post. Mais... Pardon, le Huffington Post. Enfin, celui que vous venez de passer, c'est important parce que j'ai aimé. Il raconte, c'est le peuple qui s'est mobilisé. Ça a été un événement où les partis politiques, par leur entente, ont permis ce déploiement populaire sans lequel on n'aurait jamais été en tête, on n'aurait jamais déjoué les pronostics très sombres qui étaient à ce moment-là ceux des sondages qu'on voyait défiler les uns après les autres, et aussi ceux d'une ambiance, je veux dire la trumpisation de la société, les victoires qu'on peut voir dans d'autres pays à l'échelle européenne. Pardon ? Sur la création de l'après plus particulièrement. Oui. Simplement parce que du coup, comme on avait un petit peu parlé de l'extrême droite avant, pourquoi est-ce que, pour justement pouvoir faire l'union, est-ce qu'il fallait faire une nouvelle organisation de gauche en plus à ce moment-là ? Nous avons fait l'après après avoir été mis à la porte. Ah non. Si, le statut avait été déposé en mai, c'est Libération qui l'a démontré. Oui, mais c'était pas ce qu'on voulait faire avant mai.
c'était un club de réflexion à l'intérieur de la France insoumise. Et en fait, à partir du moment où il y a eu les purgés, en fait, l'objet de l'association s'est transformé en parti politique. Donc je sais, c'est flou. C'est l'argument que nous on a trouvé assez drôle de Jean-Luc Mélenchon qui a raconté que en fait tout ça a été prémédité. Même c'est la création de l'après au JO qui aurait suscité la dissolution d'Emmanuel Macron. Donc je pense que là on est quand même en plein délire. Et oui, nous n'avions plus de place à la France insoumise. Nous avons été écartés de la direction. Nous avons aucun endroit pour pouvoir discuter même entre nous et pour avoir un lien aussi avec des militants. Et donc, en effet, on était en train de se dire, on va créer un club de réflexion. Il y en avait plein dans la France insoumise. Et il y en a encore aujourd'hui. Il y a une des partis politiques à l'intérieur de la France insoumise. Après, est en train de devenir un parti ? Et une fois qu'il y a eu la purge, nous avons décidé d'en faire un parti politique. Ça me paraît assez normal. On n'allait pas rentrer, on n'avait pas décidé de rentrer dans un autre parti politique. On continuait. Un de plus à gauche. Oui, c'est ça. Mais c'est pas. Je pense que c'est pas. Avec quel programme qui serait différent de celui du NFP ? Non, mais c'est des questions. Bien sûr, j'entends. Mais en fait, si on veut faire un rassemblement, il y a différents partenaires. Donc le problème pour moi n'est pas qu'il y ait différents partenaires. Il y a déjà plusieurs partis politiques. Il y a le Parti communiste français, je suis allumée, je commence par le Parti communiste français, dans le Nouveau Front populaire, le Parti socialiste, les écologistes et la France insoumise, et d'autres encore, plein d'autres petits partis qui sont à l'intérieur du Nouveau Front populaire quand il était vivant, constitué au démarrage. Donc le problème n'est pas le nombre de partis. Le problème, c'est est-ce qu'on a la volonté de faire ensemble ? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que je crois que celles et ceux qui veulent l'union, qui veulent se battre pour ce rassemblement et pour ce rassemblement sur la base d'un projet de transformation en profondeur. Parce qu'après, on a ces deux jambes. On pense qu'il faut l'union, mais on pense qu'il faut la faire sur un programme qui ne soit pas à l'eau de rose, pour aller vite. Donc, ces deux jambes, c'est bien qu'on ait aussi un espace dans lequel on puisse organiser des militants qui œuvrent pour ça. Front populaire. Nous, on est sur la base du programme du Nouveau Front populaire. Il n'est pas à l'eau de rose, mais il est très léger par rapport à... vous voulez plus que le programme du Nouveau Front populaire ? Non, mais c'est un constat. C'est ce que. Non, mais c'est qu'il a été fait en quelques heures, donc c'est d'aller plus loin. Alors, il a été fait sur la base du programme. Il a été fait sur la base du programme de Jean-Luc Mélenchon, en vérité, et de la France insoumise, beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qui est reproché par les socialistes. Et ce programme porte quand même un certain nombre de ruptures par rapport aux politiques actuelles et peut être une base à toujours... qu'on peut renforcer, qu'on peut actualiser. Il y a plein de sujets sur lesquels il y a encore à aller regarder. Mais je crois que c'est quand même une base solide. Et d'ailleurs, la France insoumise y était très favorable. Et y est toujours très favorable, puisqu'elle pense que les autres trahissent le programme auquel se réfère toujours la France insoumise. Donc alors après, on peut toujours dire, ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être le plus radical du plus radical. Donc même ce programme-là n'irait pas. Mais ça, pour moi, ça ne fait pas une solution face à la menace de l'extrême droite et pour mettre fin à la Macronie. Or, les gens que moi je croise, ça fait 3 mois. En 3 mois, j'ai dû faire 33 ou 34 déplacements, là, à l'heure où je parle. Et ce dont on me parle, c'est de l'urgence à ce que ça change. Mais du coup, justement, dans cette urgence à ce que ça change, est-ce que la réponse à apporter, parce que j'entends ce que vous dites par rapport au fait que finalement, créer une autre entité, c'est pas forcément si grave dans une union. Il n'empêche que vous avez présenté votre candidature il y a peu de temps. Est-ce que là, moi, quand les jeunes que j'entends dans le reportage, ils demandent surtout de l'union et pas tant une multiplicité des candidats. Donc, est-ce que c'était le moment de présenter votre candidature? Comment est-ce que ça peut être intelligible pour les gens? Je me bats pour qu'il y ait l'union, et pour moi, ça, c'est le préalable. C'est-à-dire, le plus important, c'est que le 2 juillet, date où on va se retrouver à l'invitation de Lucie Castet. Alors, le « on », malheureusement, c'est pas tout le monde, puisque la France insoumise vient d'annoncer qu'elle n'irait pas, qu'elle répondait défavorablement à cette invitation, c'est-à-dire même pas de se mettre autour d'une table pour discuter de la possibilité de se rassembler, ce que je trouve très navrant. Donc nous, on ira, et on se battra jusqu'au bout pour que ceux qui n'y sont pas aujourd'hui puissent y être demain. Donc c'est le préalable, c'est de construire l'outil. Ça me paraît indispensable. Après, que cette union puisse s'incarner, qu'il y ait différentes proposition d'incarnation, je ne vois pas non plus que ce soit démoralisant, dès lors que celles et ceux... Avec une primaire ? Oui, dès lors que celles et ceux qui se proposent pour incarner le tout, ce qui est mon cas, disent, mais
j'accepte d'être dans une procédure qui est une procédure démocratique et à la fin que, même si c'est pas moi, je soutienne celui ou celle qui sera désigné. Il y a une question qui revient beaucoup sur le chat là par rapport à ce que vous dites, c'est que Mélenchon a fait 19% en 2017, 22% en 2022. Donc il y a des internautes qui demandent pourquoi est-ce que l'union ne se fait pas naturellement derrière lui, puisqu'il semble mieux placé au vu des résultats précédents qu'il a fait. Oui, mais il me semble que notamment de 2022 à 2024, un certain nombre de positions qu'il a prises, d'attitudes qu'il a eues, ne le place pas aujourd'hui comme le candidat naturel de rassemblement des gauches et des écologistes. Je le regrette, je me suis battue pendant 2 ans à l'intérieur de la France Insoumise pour que ça soit possible. Par exemple, sur des prises de position? Plein. Il y en a. Ça a commencé avec l'affaire Quatennens, qui, je pense, a été un moment, notamment dans la jeunesse, mais pas seulement, évidemment, avec les militants et militantes et sympathisants et simples citoyens et citoyennes féministes. Hein. C'est sûr qu'il y a eu un moment de... Voilà. Je pense que je ne vais pas refaire, et puis je ne suis pas là pour... c'est pas mon objet. Je ne suis pas venue là pour dire du mal de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Donc, je pense que chacune et chacun a observé que pendant 2 ans, on ne peut pas dire qu'il ait mis, vous voyez ce que je veux dire, de l'huile dans les rouages, et que bien souvent, et pas seulement lui d'ailleurs, à la France Insoumise, l'attitude n'a pas été une attitude rassembleuse. Mais de l'autre côté, pour les électeurs, c'est autre chose, parce que c'est vrai qu'ils veulent pas d'une politique comme celle de Glucksmann, ils veulent pas. Pour l'instant, c'est difficile de voir quelqu'un d'autre pour les électeurs. Je ne parle pas à l'intérieur de la France. Je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Qu'il y a un enjeu sur le curseur, ça je suis d'accord, absolument d'accord. C'est-à-dire que celles et ceux qui sont attachés comme moi au projet de la France Insoumise, en tout cas celui du départ, qui est quand même une gauche en rupture avec le néolibéralisme, en rupture avec le productivisme, cette gauche-là, évidemment que si on lui dit à la fin c'est Raphaël Glucksmann, ça ne va pas aller. Mais est-ce que Raphaël Glucksmann est au point d'équilibre si on rassemble toutes les gauches et les écologistes? La réponse est évidemment non. Donc pourquoi avons-nous peur de ça? À chaque fois qu'on a demandé de trancher entre ce qui était autrefois des gauches irréconciliables, eh bien la réponse a été claire. Mais c'est du côté de son pôle, qui est un pôle fort, qui est un pôle de transformation en profondeur du pays, à la fois social et écologiste, que les électeurs et les électrices ont tranché. Mais ça veut dire que est-ce que vous pensez, mais tournons les choses dans l'autre sens, et vous pensez sérieusement que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui est en situation de gagner? Peut-être qu'il peut accéder au second tour, mais au deuxième tour. Il sert sur un plateau, mais il faut se le dire. On sert sur un plateau la victoire de Marine Le Pen, qui d'ailleurs a fait un tweet pour dire « Ah, mais oui, ça serait formidable que je sois face à Jean-Luc Mélenchon ». Donc, il a fait 3 présidentielles, il a fait 3 élections présidentielles. On peut aussi se dire qu'à partir du moment où on a une période nouvelle, une nouvelle stratégie nécessaire, dans la situation présente, que le rassemblement est un gage pour aller chercher encore plus loin des électeurs et des électrices, dans un moment où la gauche n'est pas à 50%, elle ne frôle pas les 50%, et par ailleurs, il nous faut un processus et une candidature qui nous permettent de gagner au second. Est-ce que vous êtes ce point d'équilibre, du coup? Vous disiez que Raphaël Glucksmann n'était pas le point d'équilibre. Est-ce que vous pourriez être ce point d'équilibre? Je pense me situer au cœur de la gauche, aujourd'hui, telle qu'elle est aujourd'hui, oui. Même si vous n'avez pas un appareil politique derrière vous, comme d'autres peuvent l'avoir, je pense à Marine Tondelier, mais voilà, il y en a d'autres. Bien sûr, mais je vais vous dire mon sentiment. Ce qui a fonctionné au moment du nouveau Front populaire, c'est que les appareils politiques créent un espace, mais ensuite... c'est le mouvement citoyen. Les partis politiques sont malheureusement, et c'est triste, et je le regrette, très faibles par rapport à ce qu'on a à mobiliser dans le pays. Donc moi, je crois davantage à l'union sur la base d'un projet fort, comme, pour réussir en fait à mobiliser la société et à gagner. C'est ce en quoi je crois. Là, du coup, l'union à gauche, avec ce que vous venez de dire, donc la France Insoumise qui ne viendra pas à la réunion du 2 juillet lancée par Lucie Castet, comment on fait l'union à gauche sans la France Insoumise? Mais moi, l'esprit de défaite, c'est pas pour moi. Non, mais du coup, comment on fait? Parce que vous dites que les partis politiques on se bat et on ne se résigne pas. Pour faire mais pas qu'avec eux, aussi avec ceux des socialistes qui disent plus jamais, plus rien avec la France Insoumise. Si on les avait écoutés pendant les élections européennes, vous vous en souvenez du débat pendant les élections européennes? C'était épouvantable. Épouvantable. Et après, en 4 jours, ils ont réussi à se mettre d'accord. Alors si on a pu le faire en 4 jours pour sauver des sièges à l'Assemblée nationale, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi on n'est pas capable de le faire quand il va s'agir de sauver les Français d'une possibilité soit de recommencer avec un néo-macroniste, soit de jeter le pays dans une perspective d'extrême droite, qui est quand même, ça veut dire que les conditions même
de faire de la politique, de contester. Il faut faire des concessions aussi et que ce soit une gauche moins radicale, parce que sinon elle ferait Alors on trop préfère peur. Quoi? Zéro concession, quitte à avoir l'extrême droite au pouvoir. Parce que les gens ont peut-être peur qu'il y ait à nouveau les années Hollande et la trahison qu'il y a eu. Ça, je suis d'accord. Mais du coup, ça veut dire retourne la main et à Glucksmann et à Mélenchon. Non, mais moi, si c'est pour retourner aux années Hollande, franchement, je me suis battue si fortement. Je veux dire, à l'époque, toute ma vie, j'ai battu le pavé et plus que ça, toutes les tribunes pour le non au traité constitutionnel, même à l'époque de la gauche plurielle, qui aujourd'hui pourrait nous rendre presque totalement nostalgiques, parce que quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, voilà, j'ai été dans la rue parce que je trouvais que la manière dont les 35 heures étaient faites ne convenait pas. Donc, je veux dire, je sais d'où je viens, je sais ce que je porte et je sais où je veux aller. Mais je dis qu'aujourd'hui, le cœur de la gauche, il se situe précisément là où la Hollande, enfin, contre en fait cette idée de reproduire un schéma dans lequel on n'aurait pas tiré les leçons de l'expérience de la social-démocratie partout en Europe. Ça, je crois profondément ça. Maintenant, il faut qu'on se mette au travail, il faut qu'on regarde précisément quelles sont les propositions, et c'est pourquoi nous on dit que la base de départ doit être celle du programme du nouveau Front populaire, mais il n'y a aucune raison de partir battu, il n'y a aucune raison de ne pas faire ce dialogue, parce que sinon, c'est la défaite assurée. Donc je préfère... pour que ça marche, il faudrait qu'il y ait une pression populaire immense, parce que là, les appareils politiques, même s'ils sont très faibles, vous avez dit qu'ils étaient très faibles, s'ils refusent et qu'il n'y a pas de pression populaire immense, on part exactement dans le même scénario que 2022. Ok. Et donc, on se dit vraiment, c'est vraiment difficile. Jean-Luc Mélenchon ne veut pas, la France Insoumise ne va pas venir, Glucksmann veut être candidat. Bon, mais du coup, peut-être... Non, mais je vous pose vraiment la question, excusez-moi de le dire comme ça, mais donc, la conclusion de tout ça, c'est finalement, il y a un fataliste, il y a deux gauches irréconciliables. Et donc, s'il y a deux gauches irréconciliables dans le paysage politique actuel, c'est pas possible de battre l'extrême droite. Et donc, je préfère, bien sûr, d'être dans mon petit pôle d'une gauche bien radicale, bien sûre d'elle-même, et que de me confronter à ce que nous avons à faire, ce qui me semble être la tâche aujourd'hui, c'est d'unir les gauches et les écologistes pour battre l'extrême droite et pour empêcher encore. Ça fait quand même combien de temps qu'Emmanuel Macron il est en train de tout détricoter, tout détruire? On en veut encore? Mais vous voulez encore 50 ça? C'est l'objet du 2 juillet, ça? Ça veut dire que vous tendez la main ce soir à Raphaël Glucksmann et à Jean-Luc Mélenchon pour se remettre autour de la table? Totalement. Moi, je le redis, jusqu'au bout, s'il y a une force, une personnalité qui compte dans ce pays à gauche, qui n'est pas dans le tour de table, jusqu'au bout, il y aura une chaise pour les attendre. Et pour dire, vous devez être là. Et si nous créons la dynamique, alors à la fin, nous pourrons emporter. Et pour la créer, il faut déjà qu'il y ait une base de départ, et je remercie Lucie Castet de cette invitation le 2 juillet, parce qu'elle est très importante, et ensuite, effectivement, d'avoir la garantie qu'on ne fait pas un programme mou des genoux et qu'il ne s'agit absolument pas de retourner aux heures de François Hollande, mais de tirer les enseignements de cette expérience calamiteuse, au point que le mot gauche lui-même, on ne pouvait plus l'utiliser après, je rappelle quand même, et qu'aujourd'hui, il y a une aspiration à une gauche qui soit forte, qui correspond, je crois, à ce que je décris, c'est-à-dire de reprendre l'esprit public et de faire en sorte que la puissance publique ait la main sur les marchés. Vous-même, vous avez dit justement de ne pas seulement défendre par exemple la sécurité sociale, mais de demander plus. Oui. C'est pour ça, c'est pas quand on dit gauche radicale, c'est aussi d'aller chercher des conquêtes, c'est de demander plus. Exactement. C'est pas, justement, vous dites il ne faut pas rester dans une petite gauche radicale. Et ça, évidemment, on va tous faire front contre le fascisme s'il arrive, on l'a tous fait à contre-cœur, mais on le fera toujours. Mais c'est plutôt de ne pas faire de concessions et de pouvoir garder, justement, les gens veulent aussi un programme qui soit un petit peu, qui change vraiment. Mais moi, je suis pour un programme qui change. Je suis pour un programme qui change, absolument. Mais vraiment à 1000%. Et si je vois qu'on a un programme qui n'est pas capable de changer la donne, je ne m'engagerai pas. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui on en soit là. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui anime le peuple de gauche, c'est précisément d'être arrimé à la volonté, sur les retraites, d'abroger la réforme des retraites, de continuer à avoir cet objectif qui est d'aller vers la retraite à 60 ans. Je pense qu'il y a une très grande majorité pour faire une réforme fiscale en profondeur. Je pense que des propositions comme la sécurité sociale de l'alimentation sont des propositions qui peuvent fédérer et qui transformeraient en profondeur la société. Je pense qu'investir dans nos services publics est quelque chose, là aussi, qui est partagé. Je pense que la transition écologique et tout ce que ça suppose comme changement de modèle et d'investissement, nous sommes majoritaires à gauche à vouloir le porter. Donc pourquoi partir battu et penser que
cette radicalité au sens de prendre les problèmes à la racine serait vouée à être, vous voyez, dans un petit précaré marginal et ne pas être sujet à discussion et de pouvoir gagner cette bataille aussi. À propos du coup de la désignation de cette personne, il me semble que dans différentes interviews, vous avez dit que c'était plutôt une primaire à un tour que vous appeliez. Vous-même, comment est-ce que vous avez été désigné par l'après? Et est-ce que c'est bien une primaire à un tour que vous souhaitez? Je ne suis pas la candidate de l'après. Que les choses soient bien claires. Donc c'est en votre nom seul que vous avez dit que... Oui, je pense qu'à un moment donné, on aura besoin de personnalités qui peuvent incarner le tout. Et c'est à ce titre-là que j'ai dit que moi, je travaillais, je me préparais dans cette perspective. Je veux incarner une gauche solide, franche et collective. C'est mon objectif et j'y travaille. C'est ça que j'ai dit. L'après, en son temps, désignera sa propre candidature dans la démarche que nous aurons décidée collectivement. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y aura évidemment une procédure démocratique. Mais je ne peux pas dire aujourd'hui, je suis la candidate de l'après et je ne souhaite pas être la candidate. Je vais même vous dire, je pense que ce qui serait bien, c'est qu'on n'ait pas chaque parti qui ait un seul candidat et à la fin, en fait, une bagarre entre des courants politiques. Avec une primaire Avec une primaire, mais qui trancherait en fait des différents, entre différents courants politiques. C'est souvent comme ça que ça se passe quand même, une primaire, c'est souvent le résultat à la fin, non? Bien sûr qu'il y a un résultat à la fin, et bien sûr que chacun a une coloration politique, c'est pas moi qui vais vous dire autre chose. Mais regardez ce qui s'est passé à New York, là, c'est intéressant quand même. Non, moi je trouve, parce que là aussi c'était un système de primaire un peu particulier, avec un vote par classement. Et Zoran Mamdani, qui a gagné la primaire à New York, eh bien, d'où il vient? C'est pas le flanc modéré du Parti démocrate américain, c'est son flanc radical. Mais c'est intéressant quand même de regarder ça. Donc pourquoi ne pas faire confiance? Bien sûr, mais à travers vous, le fait, vous l'avez dit tout à l'heure, que vous étiez purgé par la LFI, et puis tout ce qui a pu être dit ces derniers temps, notamment autour de la sortie du livre La Meute, sur lequel on n'a pas forcément totalement envie de revenir, mais il y a le sujet de la démocratie interne dans les partis de gauche et de cette personne qui va potentiellement porter la gauche. C'est un vrai sujet, vous le connaissez très bien. Alors du coup, comment est-ce qu'on va faire mieux là, sur les sujets de démocratie interne, que ce soit à la France Insoumise ou dans l'ensemble de la gauche? Écoutez, à la France Insoumise, ça appartient aux militants de la France Insoumise. Nous avons essayé, on s'y est cassé les dents. Bon. Et d'ailleurs, nous avons été remerciés de manière extrêmement brutale. Donc maintenant, ça appartient à la France Insoumise. Donc chacun essaye dans sa propre formation politique de faire au mieux. Mais moi, j'ai toujours dit, et je continue de penser, que si on veut incarner le changement démocratique nécessaire dans le pays, je ne vois pas comment on peut assumer que pour nous-mêmes, en fait, nous nous débarrassons de cette question démocratique. La démocratie, c'est pas blanc ou noir, hein. C'est quelque chose de, c'est un processus. C'est complexe la démocratie, mais il faut vouloir étendre. Vous êtes passé par un processus de désignation pour, par exemple, dire que vous étiez candidate pour l'après? Non, c'est pas pour l'après. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas la candidate de l'après, et l'après décidera le moment venu, mais je l'ai dit tout à l'heure, si l'après soutient une candidature et si c'est moi. Mais je ne me présente pas aujourd'hui comme étant la candidate d'un parti politique, parce que je pense, y compris, que celles et ceux qui aspirent à incarner le tout ne le font pas forcément qu'au titre de leur parti politique. Oui, d'autant plus que... D'autant plus que ce qu'on se disait, alors vous en avez parlé tout à l'heure, sur la taxe Zuckman et puis sur d'autres, eh bien ça pourrait faire partie de ces éléments que la gauche pourrait largement porter si enfin on était au pouvoir. Je pense aussi au ticket climat, par exemple. Dans les propositions sur lesquelles il faut qu'on avance, il faut impérativement favoriser le rail. Non seulement il faut le développer, parce qu'aujourd'hui... J'ai appris quelque chose qui m'a sidérée par un collectif citoyen à Nantes. Le patron de la SNCF a annoncé qu'il allait supprimer entre 4 000 et 10 000 kilomètres de rails, et en gros, entre 14 et 30% des lignes de fine desserte, c'est-à-dire les trains du quotidien, qui sont essentiels. Voilà une annonce qui est passée totalement inaperçue. C'est délirant dans le moment qu'on traverse. Projeter qu'on va supprimer des lignes de train, franchement, les bras m'en tombent. C'est insupportable. Donc investir dans le rail est une nécessité absolue. Et je crois que pour favoriser le rail, on a aussi besoin de mettre sur pied un ticket climat pour que le train soit plus accessible
non seulement qu'il y en ait plus, mais aussi qu'il soit plus accessible. Aurélien. On a parlé de ce que la gauche peut porter et des divisions de la gauche qui peuvent l'empêcher de porter un message fort dans la société, peut-être, parce que quand on parle des services publics et de l'esprit public, on voit dans les enquêtes d'opinion que les services publics sont plébiscités par les Français. Ils sont plébiscités par les Français de gauche. Et il y a 10 ans, ils n'étaient pas plébiscités par les Français de droite. Ce n'était pas une revendication, une priorité première. Mais aujourd'hui, y compris chez les Français de droite, c'est une question fondamentale. Pourtant, on voit pour l'instant que la gauche n'en récolte pas les fruits. Et que même la destruction des services publics, parfois, peut participer, c'est l'analyse que vous faites en partie dans ce livre, à ce que ce soit les xénophobes qui récupèrent un électorat qui est victime de politiques antisociales. Non, mais ça, c'est vrai sur beaucoup de propositions. Parce que quand vous regardez l'augmentation du SMIC, est-ce que les Français sont pour? L'augmentation des salaires que nous proposons, ils sont pour. Est-ce que vous êtes... Enfin, je ne vais pas faire toute la liste, mais en fait, on a un décalage entre l'adhésion des Français à, en fait, de nombreuses propositions qui font partie de notre programme et l'adhésion des Français à notre vision du monde. Ce qui donne à voir ce qu'est aussi la politique, puisque la politique, c'est pas simplement, elle n'est pas observée que par une somme de propositions dans un programme avec lesquelles on adhère ou non. Elle est aussi regardée par rapport à une vision du monde qu'on exprime, d'un imaginaire qu'on développe. Et donc de ce point de vue-là, oui, il y a une bataille très dure avec l'extrême droite, qui, elle, a compris ce que je décris dans ce livre, c'est-à-dire la panne du collectif. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une grosse panne du commun, du collectif. Et l'extrême droite répond à cette angoisse, qui est une angoisse de déclin, qui est une angoisse d'isolement, une angoisse de déclassement. Elle y répond en disant « on est chez nous et je vais vous valoriser parce que vous êtes... » Il y a un dominant qui sommeille en vous, soit parce que vous êtes un Français, on va mettre dehors les étrangers, soit parce que vous êtes un Blanc et on va mettre les Noirs et les Arabes dehors et les musulmans avec, en premier d'ailleurs. Vous êtes un homme, c'est formidable, on va valoriser votre virilité, etc., etc. Et donc ça, c'est le Trumpisme est fondé là-dessus, hein, cette espèce de valorisation du dominant, de décomplexion du dominant. Et donc la colonne vertébrale, c'est l'identité. Ce que nous, on a à dire, c'est que cette panne du collectif, on y répond par l'égalité, par la mise en commun, par cet État qui est capable de protéger, de sécuriser. Aujourd'hui, on a une insécurité alimentaire, il faut faire la sécurité sociale de l'alimentation. On a une insécurité dans l'emploi, il faut faire vivre le droit à l'emploi. Par exemple, partons là aussi de ce qui existe, les territoires zéro chômeur, qui ne sont pas parfaits, qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs partout, mais qui sont des expérimentations qui donnent le sens de ce qu'on peut généraliser, inventer, créer en termes de conquête sociale. Il y a une insécurité aussi de la conversation publique. Vous y allez être sensible. La conversation publique, c'est pas possible. Pas de pluralisme dans les médias. 9 milliardaires qui ont pris la main sur nos médias. Une anti-concentration. Ça joue sur la démocratie. Pour sécuriser la conversation publique. D'accord là-dessus. Je suis désolée de vous couper, mais il y a quelqu'un qui attend en coulisses et qui a très envie de rentrer. Eh bien, c'est l'heure d'accueillir le pire journaliste de la rédaction. C'est l'heure de la carte de presse. Bonjour. C'était un poil long. Là, l'attente, c'était un poil long. Mais de ce que j'ai compris, il y avait du retard sur après, du coup. Bref. Comment vas-tu, Clémentine? Bien. Et toi? Super, merci. Bon, alors voilà. Nous y sommes. Dernière émission de la saison de Ça ira, l'émission qui a copié Backseat avec les gens de Rhinocéros, mais qui fait 14 vues. Ça, c'est toujours 13 de plus que Libé, donc c'est OK. Enfin bref, quelle aventure, 8 émissions. 8 émissions, Aurélien, tu te rends compte? Et franchement, tu es journaliste de la rédaction, mais tu ne dis pas 8 émissions. Déjà, je te félicite, PA. Quelqu'un de très smart. 8 émissions, et franchement, on a été gâtés. On a eu Ruffin, qui se souvient de Ruffin, quand il a vaillamment pris position sur Gaza. Quel homme courageux. Ou quand Marine Tondelier a comparé le marxisme à du jardinage. Quel sens de la formule. Les souvenirs. Et Gilles Brun, qui s'en rappelle? C'est Philippe Brun, toujours. C'est toujours Philippe Brun. Personne ne s'en rappelle. Personne. Bref, moi j'ai profité quand même de cette dernière pour remercier quelques personnes. Je voudrais d'abord remercier la rédaction, qui malgré les audiences catastrophiques, n'a jamais remis en doute l'émission. T'es dur parce qu'on fait des super chiffres. C'est vrai. C'est même pas vrai en plus. Hein. Mais oui, c'est même pas vrai. Mais ça marchait mieux si je disais que c'est nul. Merci à la régie qui a foiré le seul magnéto que je leur avais demandé de lancer sur Mélenchon, comme par hasard. Chelou. Merci à Mejda,
même si au départ on n'a pas compris pourquoi le directeur nous la mettait dans les pattes. Merci à Théo, le pauvre, il s'est quand même démené chaque dernier mercredi du mois pour trouver une chemise encore plus moche que la précédente. Et il a réussi. Ça va, Et il a réussi, moi je suis chaud de l'applaudir. Elle est sobre celle-là, franchement. Non. Ok, et évidemment merci à Lumi, la seule personne avec du buzz qui a accepté de faire l'émission. Sans elle, Libération serait devant nous, je pense. Petite pensée pour Valérie Damido aussi. Et donc, oui, pour la dernière, on reçoit Clémentine Autain. Clémentine, ça fait très plaisir de te recevoir. Pour moi, tu es un peu la gauche aujourd'hui. Tu es née chez les Cocos, tu es partie à la France Insoumise. Aujourd'hui, tu sièges avec les écolos. Finalement, il te manque juste le PS et tu as fini le jeu, quoi. J'ai vu que tu voulais devenir présidente de la République. C'est intéressant, mais moi, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas eu un conseiller d'orientation un peu honnête en 3e pour détruire vos rêves en 30 secondes. Moi, par exemple, quand je suis allé voir et que j'ai demandé pour être pilote de chasse, on m'a dit non, tu seras journaliste à l'UMA. Et je suis journaliste à l'UMA. Quel bonheur. Bon, à séparer d'avenir, pour finir cette saison, j'ai fait ce que je fais de mieux, c'est-à-dire de la merde. On a choisi aujourd'hui de se moquer de nous-mêmes. Donc voici les coulisses de l'UMA, selon CNews et Frontières. Magnéto Mike. Et je condamne le ramasse. Bonjour, c'est PA et je bosse à l'UMA. Et quand on bosse dans un média de gauche, on se fait tout le temps taxer d'islamo-gauchisme, de wokisme ou d'homme soja. Alors que... Ah, c'est l'heure de la conférence de rédaction. Bah venez, je vais vous faire visiter. Ah bah ils sont déjà en réunion. Et toi Ali, tu vas à la fête de l'UMA voir Maître Gims? Bon, on va pas les déranger plus longtemps. En tout cas, trop cool pour Ali. C'est la salle de formation, c'est ici qu'on nous apprend à répondre à des médias comme CNews. Salam alaikum. Hatem Ben Arfa. Donc on reprend. Je condamne. Je condamne. Mettez-y un peu plus de cœur. Tu condamnes. Tu condamnes. C'est mieux. Allez, venez, je vais vous montrer la cantine. C'est la bonne température. Avant de reprendre, on fait quand même une petite pause clope. Après manger, ça fait du bien pour la digestion, enfin c'est nickel quoi. C'est du CBD, hein. Bon, il est 13h45, donc on impose une petite sieste réglementaire. Je condamne le... Oui, je le condamne. PA, t'as rendu ton article sur la contraception masculine en Iran? Non, mais je fais demain, là c'est le pont là. On est mardi. Oui, mais c'est l'Aïd. C'était la semaine dernière. Non, mon mouton. Bon, petite pause clope avant quand même. Bon bah voilà, c'est déjà la fin de journée, c'est l'heure de partir. Donc on range les petites affaires. Attends, PA. Les subventions sont tombées. Oh, c'est tout? Ah non, ça c'est que la première partie. Ah, tant mieux. Allez, ça aussi, ça va dans le sac. Oh, une belle journée, là. C'est la fin de la journée, c'est l'heure de rentrer en vélo. Abonnez-vous à l'UMA et à très bientôt, les amis. Bisous. Tout est vrai. T'as bien saisi l'ambiance de la rédac avant. T'as vu? Tout est vrai. Il y a juste un truc qui est faux, c'est la cantine. Il y a toujours de la viande. Je pense que vous savez pourquoi. Bon, c'est presque la fin de ma chronique. Je sais pas si tu es au courant, mais à la fin, on fait un petit jeu, ça ira pas. Je te montre des images, tu me dis si ça ira, ça ira pas. Ça ira. Exactement. Et tu peux éventuellement nous donner des petites explications en fonction. Elle a envie de chanter. Tu veux que je te laisse faire le... J'avoue. Bon, t'as compris le principe? Ouais, je crois. Ça ira ou ça ira pas. Exactement. Et après, un petit texte pour expliquer, évidemment. Et court. Et après, en général, c'est comme les oui ou non. Exactement, c'est un combini. On a copié combini aussi. Mais il faut expliquer, quoi. Israël-Iran. Là, on rigole pas. Ça ira ou ça ira pas? Il y a le cessez-le-feu. Non, ça ira pas, probablement. C'est vieux, on n'en a pas, parlé, mais il y a un sujet aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est dans une bascule du monde avec beaucoup de tensions, et qu'au fond, la question, c'est de savoir si on choisit la force ou le droit. Et si on veut choisir la paix, il faut la construire, et donc ça suppose de savoir quel est le chemin, et ce chemin, pour moi, il repose sur le droit international, sur la diplomatie qui a été laminée. C'est le budget qui a le plus pris cher sur les 30 dernières années, il a été coupé en deux. Deux fois moins de budget, celui de la diplomatie, et aussi ce que j'appelle la mondialité, c'est-à-dire que si on veut la paix, il faut aussi faire avancer la justice, sortir de la globalisation néolibérale, et là aussi, supporter l'altérité. L'altérité, le sensible, s'ouvrir aux autres dans un moment où on voit bien que c'est le repli qui est en train de dominer. Donc la force ou
le droit, ça, je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui pour penser la paix et pas simplement la non-guerre. Super, merci beaucoup Clémentine. On passe à la deuxième. J'ai même pas mes trucs. Le conclave retraite. Alors il y a Sophie là, je vois Sophie Binet. Alors Sophie, c'est vraiment le tout début du conclave. Tout le monde est dégoûté sauf lui. Qui le connaît. Mec horrible. Ça va pas du tout, non. C'est déjà même derrière nous, cette affaire. Hein. Avec un gouvernement... C'était pathétique hier, les questions d'actualité avec François Bayrou, qui était soumis par les députés du Nouveau Front Populaire à ces phrases d'avant, où il disait que bien sûr le Parlement serait saisi sur cette question très importante, etc. Et puis là, il n'y a plus de son, plus d'image. Alors qu'à l'initiative des communistes, le 5 juin dernier, je crois que c'est ça la bonne date, on a voté à l'Assemblée nationale le fait qu'on revenait sur la retraite à 64 ans. Qu'en fait le gouvernement ? Une fois que l'Assemblée nationale a pu voter, effectivement... Voilà. Une résolution sur le fond du texte. Donc ça suffit. Soit on fait voter l'Assemblée nationale, soit on fait un référendum, mais il faut que ça cesse. C'est pas possible qu'il y ait un tel écart entre ce que pense la majorité des Français, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas de cette loi, et la réalité de ce que fait l'exécutif. Et ça, c'est écœurant pour la politique. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui dégoûte profondément de la politique et qui est injuste socialement, gravement injuste socialement. Moi, je suis d'accord avec toi. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or. Tu fais un peu le foot J'aime bien parler de ça. Je le mets à chaque fois. Je crois qu'à chaque fois, tu nous la sors depuis. C'est vrai. C'est du militantisme. T'as vu, PA, qu'il y avait un boulevard à Paris qui avait été Haussmann. Oui, Ousmane Dembélé. Dis oui. Je ne sais pas, mais j'ai exactement envie de dire ça ira. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? L'après, ça ira, l'après. Après. J'espère bien que ça ira. Ouais. On chante beaucoup à l'après. Ah ouais ? Ouais. Ça ira, vous chantez ? On chante... C'est pas mon style, moi. El Pueblo Unido au Congrès. El Pueblo Unido, très fort. Et bella ciao. Fais attention à ton micro. Alors, Raquel Garrido est plus El Pueblo Unido, parce qu'évidemment, elle est chilienne, donc elle parle espagnol, et moi, je suis italianisante, donc je suis plus bella ciao, mais... De Villepin 2027, ça ira ou ça ira ? Non, ça n'ira pas. C'est un nouveau candidat. Ça n'ira pas. D'ailleurs, je l'ai entendu sur France Inter, il n'y a pas très longtemps. Et autant je suis sensible à ses prises de position et reconnaissance, y compris de ce qu'il a pu faire sur ses positions sur l'international, autant j'ai trouvé que là, le masque commence à retomber, c'est quand même un homme de droite, hein, si on avait un doute. Que les choses soient claires. Donc je suis un peu étonnée. Il veut trianguler, lui aussi, c'est au-dessus des partis, mais ça y a un petit parfum de ni droite ni gauche qu'on a déjà vu. Non, oui. Là, il était bien là. Il voulait prendre 1 million de vues, on a fait grâce à ça. Le poste de Famille. Non, mais respect sur des positions. Moi, je veux dire quand même respect sur des positions qu'il prend, qui malheureusement dans l'espèce de discours insupportable qu'on a aujourd'hui. Peut nous faire du bien sur bien des sujets, et notamment sur les sujets internationaux. Oui, et puis rappeler de ce que c'est une droite républicaine, dirons-le comme ça. Voilà. Merci beaucoup, PA. Est-ce que tu as encore une vanne à nous offrir ? On en veut bien une. Claquettes chaussettes, ça ira. Je sais que c'est l'été et tout, mais... C'est vraiment là-dessus que tu vas nous quitter. Alors, c'est la fin de ta dernière chronique. J'aimerais bien relancer cette mode. J'ai l'impression que c'est un peu perdu, là. Alors, d'abord, on n'est pas obligé d'acheter les chaussures, il y a les marques dessus. Moi, je suis très anti... Voilà, et les chaussettes, franchement, chacun fait comme il veut. Bon, chacun son style. Très bien. Merci beaucoup, Clémentine. Merci beaucoup, PA. Et merci pour les fêtes. Merci à moi, on se retrouve à la fête de l'UMA si on m'a pas viré d'ici là. Bon, et après, on prend un café pour discuter de la logique de mon parcours, où j'ai commencé dans des espaces qui étaient rouges et verts. Tu l'as mal pris. Non, pas du tout. Tu l'as mal pris. Non, tu l'as mal pris. Pas du tout, tu vois, j'ai le sourire, etc. Mais je dis juste que j'ai commencé dans des espaces rouges et verts et que je pense que je fais partie aussi d'une génération qui n'était pas forcément satisfaite par les partis tels qu'ils existaient, sans me retrouver vraiment dans un endroit ou un autre, mais qui, au fond, sur 25 ans, n'a pas beaucoup bougé en termes d'ancrage dans une gauche franche et à la fois
social, mais aussi écologiste et très tôt de ce point de vue-là. Ce sera un café allongé, j'imagine. Merci beaucoup. Ouais, un café allongé, ça me va. Merci beaucoup, Péa. Merci pour... Mais je bois pas de café, j'ai oublié de lui dire. Je lui dis oui en plus, alors que je bois du thé. Et c'est pour ça le thé, il y en a un peu plus. Et sur le chat, il y a énormément de monde. Évidemment qu'on fait des chiffres exceptionnels, que les vidéos qui ont été, que ce soit sur YouTube ou bien que ce soit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., de l'UMA, font des millions de vues. Oui, ça marche super. Ça marche super. Donc vous nous retrouverez l'année prochaine, parce que je suis sûre que là vous êtes très inquiet et inquiète avec ce que vous a dit Péa. Clémentine, on va se quitter avec quand même une ou deux questions sur des sujets qui nous semblaient extrêmement importants d'aborder avec vous. En mai, on vous a aperçu du côté de Cannes, qui n'est pas forcément un endroit où on voit beaucoup d'hommes et femmes politiques, mais c'était autour de la promotion du film réalisé par Roman Boringer, adapté du livre que vous avez écrit, Dites-lui que je l'aime, qui est sorti en 2019. Le film lui-même de Roman Boringer ne sortira que en décembre. Et donc ce film met en image vos vies parallèles de Roman Boringer et de vous, puisque vous avez été toutes les deux abandonnées par vos mères, elle très jeune et puis vous à 11 ans. Deux mères qui sont aimantes mais défaillantes et qui ont vous ont laissé vous en tant que jeune fille pleine de questions. Qu'est-ce qui représente pour vous ce film, à la fois dans votre construction personnelle et puis peut-être sur la place des femmes dans la société, celle aussi des mères, de l'image de la mère? Qu'est-ce que ça représente? Ce qui est très joli, c'est vraiment le film de Roman Boringer, même si elle a quand même réussi à me faire jouer dedans. Alors comme je dis, je joue pas, voilà. Mais ce qui m'émeut le plus dans son film, c'est qu'elle a donné une dimension universelle à nos histoires. C'est-à-dire qu'en conjuguant mon histoire et son histoire, elle raconte l'histoire de plein de femmes et dans leur relation avec leur mère. Et d'un point de vue social, ce que ça met en lumière, c'est aussi notre incapacité à venir en aide à des femmes qui peuvent être alcooliques, toxicomanes, en dépression, qui n'arrivent pas à vivre, et les conséquences que ça peut avoir sur les enfants. Si on veut protéger les enfants, il faut aussi être capable de protéger les mères. Et de ce point de vue-là, je trouve que la société, alors aujourd'hui, je pense que c'est encore plus angoissant. On voit bien qu'il y a un enjeu santé mentale qui est énorme. Beaucoup de femmes qui sont des femmes solo, comme on dit, en tout cas des mères célibataires avec des enfants. Et je pense à elles et je me dis, il faut faire quelque chose. Oui, d'autant qu'on vous il faut des politiques publiques on pour vous soit mis sur ce sujet-là. Si je vous parle de peut-être votre intimité autour de ce livre que vous avez bien voulu raconter au grand public, et on imagine à quel point ça peut être dur de porter des mots sur sa propre mère. C'est aussi parce que du coup, il y a près de 15 ans, vous avez parlé du viol que vous avez subi. Vous avez rendu finalement cette partie-là de votre vie politique des années avant le procès Gisèle Pelicot. Ce qui s'est beaucoup dit ces derniers temps, c'est qu'on espérait... je reviens sur ce que vous disiez par rapport au fait de protéger les enfants, que le procès Le Skwarnek allait peut-être être aussi le Pelicot finalement de l'enfance. Évidemment, tout ce qui s'est passé autour des affaires Betaram. Là, il y a eu un manqué autour de l'affaire Pelicot. La société, elle protège toujours pas les enfants? Non. Non, je pense qu'on a vraiment du mal à prendre tout ça à bras-le-corps. Alors, comme sur le viol, c'est des sujets sur lesquels je trouve que la conversation publique est obsédée par la législation. Alors, je ne dis pas que parfois, on ne peut pas faire un peu mieux. C'est-à-dire, en fait, comment on définit, comment on punit. Parfois, ça peut être important. Par exemple, j'en discutais hier avec Sarah Forestier. On parlait du fait qu'aujourd'hui, quand vous êtes condamné pour avoir regardé des images pédocriminelles, en fait, ce n'est pas automatique que vous ne pouvez pas travailler avec des enfants ou des adolescents. C'est quand même un problème. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose à regarder dans la loi. Mais attention, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique publique avec des moyens pour que dans le maillage de prévention, dans le maillage d'accompagnement, de réparation, eh bien, on puisse être à la hauteur du défi. C'est pas que des enjeux de définition de loi. Et je trouve qu'on est très obsédé par les définitions dans la loi. On devrait être beaucoup plus obsédé des moyens concrets qu'on met pour que les gens soient formés à ces problématiques-là, qu'il y ait des endroits pour pouvoir en parler, où les associations puissent avoir des moyens pour intervenir. Vous voyez ce que je veux dire? Où les magistrats, les personnels hospitaliers soient formés pour répercuter. Et c'est tout ce chaînon qui est quelque chose de très... qui doit être fait de manière un peu chirurgicale, en proximité et avec de l'humain.
Mais moi, je pense que c'est ça qui ne va pas aujourd'hui dans la société, c'est qu'on ne se donne pas les moyens de ça. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Clémentine Autain, d'être venue répondre à nos questions. Et belle vie à votre émission, ça fait très plaisir de la voir, d'être sur Twitch. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes une des premières à nous féliciter, à nous donner du courage. Non, mais c'est vrai. Depuis le temps, il fallait attendre la dernière. Du coup, j'en ai regardé pas mal, et voilà, et ça me réjouit. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous.